you guys must testicular before, eh? You war mustering for it. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Weber. Gentlemen, you cannot podcast in here. It's the podcasting room. Et mes foudres de guerre sont... Alors Laurent Vachaud, comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer Kinopod. Francis Weber, où est le temps où faire la bombe voulait dire s'amuser. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Dr Folamour sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour lâcher une bombe sur nos auditeurs et parler ensemble de Dr Strangelove, le titre original, 1964, réalisé par Stanley Kubrick, qui fait son grand retour dans l'émission. Mais avant tout, un petit rappel, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. À ce propos, surtout, n'oubliez pas de liker aussi et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romolenov. Et maintenant... Avant que Laurent ne nous parle plus profondément de la genèse du film, papa, je voudrais parler un petit peu avec toi du fait que c'est une des rares comédies de Stanley Kubrick. En tout cas, on dit que la plupart de ses films étaient à la fois des films d'horreur et des comédies noires, comme sur The Shining ou bien sûr Orange Mécanique dont on a parlé récemment. Donc, comment tu le places dans ta liste de films kubrickiens, toi, parce que tu es fan comme nous de Kubrick. Est-ce que c'est dans le... c'est-à-dire que la question, c'est comment je le classe, moi, dans le genre comédie. Oui. Parce que la comédie, c'est un genre très précis, très difficile. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit un auteur de comédie du tout, lui. Il a évidemment le sens du scénario, le sens du comique, mais il y a deux façons de diriger les acteurs dans la comédie. Ou bien tu leur demandes de jouer sérieux dans une situation comique, ou bien tu les lâches. Et si tu les lâches, tu te mets en danger. Parce que ce qui se passe avec George C. Scott, et on en parlera après dans le casting, Well, look, baby, I can't talk to you now, but my president needs me. c'est bouffon. It's an obvious comic trick, Mr. President. We're wasting valuable time. Look at the big boy. They're getting ready to clobber us. Je fais un trivia, là. Je me rappelle quand je travaillais avec Yves Robert sur Le Grand Blond avec une chaussure noire, il m'avait dit, si tu veux faire jouer un acteur d'une façon shakespearienne, regarde les enfants. Et les enfants exagèrent tout, c'est le côté « j'en ai assez !» Ils restent sur le geste, tu vois. Et bien là, c'est pareil. Ici, Scott, c'est invraisemblable. Il reste pendant 5 minutes comme ça. Un peu comme Nicholson, si tu veux, dans Shining, un peu. Oui, mais beaucoup plus que Nicholson. A little slow tonight, isn't it? Et là, comme c'est un film qui a son comique en soi, parce que c'est quand même invraisemblable, hein, après on va raconter le film, moi ça m'a gêné un petit peu. A big plane like a 52. Vroom! It's jet exhaust frying chickens in the barnyard. Yeah, but has he got a chance? Has he got a chance? Hell yeah! Est-ce que tu dirais que c'est vraiment une comédie ? Moi, je pense que ça tient plus du burlesque, tu vois, de Elsa Poppin, un peu de ce genre de film burlesque, où tout est exagéré, justement, tu vois. Non, mais moi, ce que je regrette, c'est que je me rappelle, par exemple, quand Billy Wilder a vu mon film, le remake des Fugitifs en Amérique, là, il a dit, à cause de la petite fille plus ou moins autiste que j'ai dans le film, il faut pas mélanger le slapstick et le film sérieux. Et là, bon, il y en a un qui peut se le permettre, c'est Sellers. Parce que Sellers est chaplinesque. C'est-à-dire que quand il est dans cette espèce de caricature de rescapé de l'hitlérisme qu'on a importé aux États-Unis, il est irrésistible au point que moi, quand je voyais le film, je voyais les gens derrière lui, hein, le gens de ce War Office-là, qui ne pouvait pas s'empêcher de sourire en le voyant faire ses singeries. Parce que c'est un immense comique et qui amène la sincérité dans le comique. Chaplin, qui joue dans Les Lumières de la Ville, on ne peut pas trouver un film plus triste qu'Une petite aveugle et un vagabond, et en même temps un film plus drôle. Parce que Chaplin était drôle d'une façon
énorme et sincère. Tandis que ne pas choisir les meilleures prises comiques de C. Scott, comme il a dû le faire, Kubrick, je suppose, et pour lui, c'était les plus exagérés, là, il y a erreur, je trouve, tu vois. Oui, oui, après, moi je comprends pourquoi il a fait ça, tu sais, parce il aime beaucoup le cinéma, et le cinéma muet, et le cinéma expressionniste allemand. Donc, quand tu vois Metropolis, tu vois, les films muets allemands, ils ont tendance, tu vois, à jouer tout le temps comme ça, un peu, tu vois, Tu as raison. Tu as raison, mais attention, ils étaient muets. Oui. Exagérer les mimiques quand on est dans un film muet, ça paraît normal. Chez Kubrick, si tu veux, il y a toujours eu un petit peu ça, même quand tu regardes par exemple la scène de séduction dans Barry Lyndon, tu sais, quand Lady Lyndon et Barry se rencontrent à la table de jeu, c'est presque une scène du cinéma muet, quoi. C'est-à-dire, tu vois, ils se regardent, il n'y a pas de dialogue, tu vois même les visages, tu vois, sont maquillés de manière outrancière, un peu comme dans les films muets. Il a quand même une dimension qui est plus proche du cinéma muet, même si c'est des films dialogués, hein, même s'il y a c'est pas des films muets, il a gardé ça quand même du cinéma muet. Je trouve qu'il y a toujours une dimension, et le fait de faire jouer ces acteurs de manière excessive, qu'est-ce qu'il fait en général Kubrick, tu sais, on en avait parlé, hein, je crois, avec Jean dans d'autres films, c'est qu'il a toujours deux types d'acteurs. Soit c'est Ryan O'Neal Let those laugh that win. ou Matthew Modine, Does this mean that Anne Margaret's not coming? ou le cosmonaute de 2001, tu vois, qui sont des gars qui n'expriment rien, c'est-à-dire des musées Grévin, un peu, tu vois, des visages un petit peu lisses, qui sont presque figés. Et t'as le l'histrion à côté, c'est-à-dire le contraire, tu vois, le mec qui grimace, Malcolm McDowell, Nicholson dans Shining, George C. Scott dans Folamour. Et pourquoi il demandait tout le temps ces deux types d'interprétation à ses acteurs, c'est parce qu'il voulait pas d'identification du spectateur. C'est-à-dire que ces deux types d'interprétation empêchent l'identification. Et lui, il tenait Possible, beaucoup. oui. Je ne dirais pas le contraire. Simplement, je me rappelle que quand j'avais un choix entre deux prises avec Pierre Richard, quand il fallait modifier le comique, parce que Pierre Richard, bon, il avait un comique corporel, et j'ai essayé de l'amener à jouer la comédie simplement. Mon Dieu, je la mets jamais là. Sauf aujourd'hui. Et je me souviens, j'avais un monteur qui s'appelait Jules Janson, qui était le pape du montage à l'époque, qui est très connu, et qui était totalement autocrate, c'est-à-dire qu'il voulait diriger mon film. Et moi, je voulais pas. Je voulais choisir les prises que j'aimais. Et à un moment donné, il y avait une scène dans le bureau du commissaire de police mexicain, là, où Pierre Richard devait simplement tomber sur la table, parce qu'il avait été assommé plusieurs fois avant. Le malchanceux Pierre Richard. Et il y avait deux prises. Il y en avait une où Pierre tombait comique, comme ça, regarde. Et une autre prise, je lui dis non, tu tombes. Et j'ai choisi la prise où il tombait normalement. Eh ben, Perrin, ça va pas? Si j'avais gardé l'autre prise, c'était... Oui, tu lui demandais pas de jouer comique, quoi. Voilà. Oui, puis c'était pas le même style de film. Je ne reproche rien à Kubrick dans la mesure où c'est un génie. Je dis simplement qu'il y a une telle différence entre un jeu parfaitement ordonné de Peter Sellers quand il est un officier anglais. After all, let's face it, we don't want to start a nuclear war unless we really have to, do it? Et qui est impeccable de sincérité devant la paranoïa de ce général dont on parlera. Hein. Et puis, le slapstick, tu vois, de C. Scott, que je me dis, on pouvait peut-être équilibrer ça, sans plus. Mais je ne vais pas donner une leçon à Kubrick. Il est probable, si eux, qu'il ait fait comme d'habitude, même si à l'époque, je pense qu'il n'était pas encore dans les extrêmes de la fin de sa carrière, mais il a dû faire énormément de prises avec George C. Scott, et je pense qu'il a, comme il faisait avec Nicholson ou avec Malcolm McDowell, il a dû demander différents types de performances. Donc il doit y avoir des prises de George C. Scott qui sont beaucoup moins outrancières, je pense. Mais après, il a dû choisir celle-là. Tu vois, il a dû choisir... Alors justement... C'est tout à fait exact, puisqu'il a fait, comme tu disais, la même chose avec Nicholson sur The Shining, où il finissait toujours par prendre la prise la plus over the top. Mais moi, autant je suis un peu d'accord avec Francis dans le sens où
je trouve pas que c'est ce qui fonctionne le mieux, George C. Scott dans le film, mais au contraire, Nicholson dans The Shining, s'il avait pris les prises plus sages, entre guillemets, de Nicholson, je suis pas sûr qu'on parlerait encore du film comme on en parle aujourd'hui. Attention, parce qu'il y a une chose, c'est que ces personnages-là, Nicholson et Scott. Sterling Hayden, sont des gens qui sont fous. Oui. Ils sont fous, ils deviennent fous. L'autre dans son hôtel dans la neige, et Sterling Hayden, quand il provoque finalement la fin du monde, tu vois, sont des gens qui ont le droit d'être outranciers ou outrés parce qu'ils sont fous. Lui, il aimait Mais là, les fous qui avaient l'air d'être fous, quoi. C'est ça. Mais Laurent, tu parlais effectivement, c'est un genre, c'est la satire. Et effectivement, c'est très étonnant C'est parce que burlesque, ça mélange un sujet sérieux, comme tu disais, avec Mad Magazine, où tu as des caricatures avec des noms écrits par Terry Sarden qui sont même des jeux de mots. Now look, Colonel Bat Guano, if that really is your name. Comme Buck Turgidson, tu vois, ou General T. Ripper. C'est tous des jeux de mots dignes de Mad Magazine, tu vois, ou de Kinopod. Oui, mais bon, je pense que de toute façon, il aimait ce genre de truc. On peut discuter la manière qu'avait Kubrick de diriger ses acteurs. Moi, c'est pas forcément ce que j'aime le plus dans ces films. Hein. Je veux dire, je dis, on en a parlé, Nicholson. Little pigs, let me come in. Moi, je trouve que ça neutralise complètement la peur dans Shining. Moi, Shining est un film que j'aime beaucoup, mais il me fait pas peur, le film, parce que par moments, l'autre, il joue tellement le côté grand loup, tu vois, le côté que ça me fait rigoler presque par moments, tu vois. Et je comprends en même temps pourquoi il a fait ça, mais je pense que c'est pas un film qui fait spécialement peur, parce que on la en peur, a beaucoup parlé, il faut mais être c'est vrai qu'il réaliste. est en équilibre, je trouve, moi, dans les deux. Et c'est vrai que c'est peut-être pas un film qui fait très peur, c'est plus un drame familial. Les Oscars veulent pas dire grand-chose, mais j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un comédien d'un film de Kubrick, ou une comédienne, mais surtout les comédiens, c'est plutôt un film avec des acteurs, plus qu'avec des actrices. Il n'y a pas eu d'acteur nommé aux Oscars pour un film de Kubrick, tu vois. Et souvent, ça a pulvérisé leur carrière. C'est-à-dire que quand ils ont joué dans un film de Kubrick, ils ont souvent eu après un problème. Bon, Ryan O'Neal, ça a atomisé sa carrière. Même si le film c'est peut-être le plus beau, tu vois, le film a déçu. Ça n'a pas marché. Et il y en a plein, comme ça, Matthew Modine, on n'a pratiquement plus revu. Après, Keir Dullea, de l'Odyssée de l'espace, et Malcolm McDowell ou Nicholson, ils ont fait d'autres films, mais Malcolm McDowell est marqué à vie par Orange Mécanique, tu vois. Donc, oui, mais les acteurs que tu cites, à part Nicholson, étaient des acteurs pour qui c'est un miracle de jouer dans un film de Kubrick, et qui n'avaient pas les épaules souvent pour le faire. C'est simplement le talent de Kubrick qui les amenait à devenir ce qu'ils n'étaient pas, en fait. Oui, probablement, mais Malcolm McDowell, pour moi, par exemple, même si Orange Mécanique, c'est pas le film de Kubrick que je préfère de loin, tu vois, je trouve que c'est la performance la plus extraordinaire qu'il y a eu dans un film de Kubrick. Ce personnage est complètement, tu vois, horrible, repoussant, tout ça, et il donne quand même, bizarrement, malgré son jeu outrancier, il permet quand même même si tu t'identifies pas à lui, je trouve qu'il amène quand même une forme de réalité dans le film, bizarrement, si tu veux, quoi. Et moi, j'ai revu le film récemment, et même si le film a vieilli sur certains aspects décoratifs, tout ça, je trouve que sa performance reste incroyable. Je vois pas un autre acteur aujourd'hui qui aurait pu faire ça. De toute façon, on va parler du film maintenant, parce que là, on a parlé de technique de comique. Pour terminer sur la technique de comique, j'ai appris un mot à l'occasion de la recherche pour l'émission. C'est un truc que tu ne ferais jamais, Francis, c'est le rétro-scripting. C'est-à-dire qu'il mettait les caméras sur Sellers, en particulier quand il est en fol amour, c'est-à-dire le personnage le plus outré du lot. Dr. Strangelove, do we have anything like that in the works? A moment, please, Mr. President. Et après, il réécrit le script en fonction des improvisations de Sellers. Tu vois. Mr. President, I would not rule out the chance to preserve a nucleus of human specimens. Ça, je t'imagine mal faisant ça avec Pierre Richard. Richard. Francis, toi, tu n'es pas du tout dans le même genre de comédie, tu vois. Je pense que tu n'as jamais vraiment dirigé les acteurs pour qu'ils jouent comique, tu vois. Enfin, Depardieu, tu vois, dans tes films, il en fait pas 15 tonnes. Et même Pierre Richard, je trouve que tu le tiens des fois pour pas qu'il... Mais ce sont des écoles différentes, parce que Francis, il a probablement jamais travaillé avec toi pour cette raison-là, mais un type comme De Funès... Si tu ne le laisses pas en liberté sur Oscar, il n'y a plus de film. Bah oui. Je suis Zaza. Je suis Zaza. Je suis Zaza.
Mais je te dis, il y a des grands clowns, des très grands clowns, Ouais. qui viennent dans le film et qui sont à la fois une partie du film et une partie différente de film. Mais ils sont acceptés parce que c'est des invités sublimes, surprises. Tu vois. Je me rappelle, c'était dans une émission de Sébastien, ce qu'on appelle le plus grand cirque du monde ou un truc comme ça. Ils avaient fait venir un clown italien qui était le successeur de gens comme Grock, etc., c'est-à-dire un très grand clown. Et puis ils l'ont fait venir ensuite à la table où il y avait les invités pour parler, et ils lui ont demandé, d'après vous, quel est le plus grand clown de l'histoire? Et il a répondu Chaplin. Chaplin. Et ça, c'est fantastique, parce que c'est vrai que Chaplin, en même temps, avait cette possibilité d'amener l'émotion dans la pitrerie. Alors que c'est pas du tout le cas de George C. Scott dans cette histoire. Ah bah non. Il est là et il exagère tout. Et l'ambassadeur russe, il le joue comme s'il avait un groin et qu'il allait chercher une truffe. Ouais. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que tout ça, c'est un peu, pour moi, à côté du film, sans le gâcher. Parce que c'est quand même un film qui m'avait beaucoup frappé. Je l'ai vu 3 fois. Ouais, mais tu sais qu'ils sont allés même encore plus loin, puisqu'il y avait cette fameuse scène qui a été coupée à la fin, où ils se lançaient tous des tartes à la crème, comme dans un film de la... Coupé, oui. Oui, mais il voulait aller bien fait. il voulait aller dans le slapstick jusqu'au bout, quoi, tu vois, quoi, comme dans un film de muet des années Laurel et Hardy, tu vois, enfin, les mecs qui s'envoient et ça se terminait comme ça. Et là, il a trouvé quand même que ça allait trop loin, et il a décidé de l'enlever. Il a eu raison, hein. Ça a été la première fois, en gros, qu'il y a eu cette volonté de traiter un sujet grave, hein, parce qu'il n'y a pas plus grave que la guerre thermonucléaire, la menace atomique, sur un ton comme ça, aussi burlesque, aussi outrancier. You're talking about mass murder, General, not war. Mr. President, I'm not saying we wouldn't get our hair mussed, but I do say no more than 10 to 20 million killed, tops. Ça a réussi, j'ai pas le souvenir tellement d'autres films, parce que le film a fait des émules, hein. Il y a des gens qui ont essayé de refaire ça après, d'essayer de traiter un sujet grave en étant un petit peu comme dans un film burlesque. J'ai pas le souvenir d'un autre film qui ait réussi ça, quoi. Voilà, Écoute, de toute façon, une des recettes les plus essentielles du comique, c'est d'être sur le plus grand fond dramatique possible. Ah oui, oui. Et j'ai fait ça, pardon de parler de ma pauvre petite œuvre, mais j'ai fait ça dans l'emmerdeur où c'est la mort tout le temps. Or, Brel et Ventura sont extrêmement drôles. Oui, puis tu parlais du dictateur. To be or not to be, c'est pas mal non plus comme background. Heil Hitler! Heil myself. That's not in the script. Oui, tu te rends compte, To be or not to be, c'est Et fantastique. même quand tu nous avais raconté qu'au départ, tu voulais faire les tribulations d'un Chinois en Chine, tu sais, le film après que Warren Beatty t'a un peu piqué, c'est quand même aussi un gars qui engage un tueur, tu vois, pour se faire assassiner. Donc, c'est pas franchement un truc hyper comique, tu vois. Mais il y a toujours, forcément, même certains lame shows, Goodbye, Charlie. No, Spatz, no, no. c'est quand même des gars qui sont poursuivis par la mafia, qui veulent les flinguer, quoi, tu vois. Ça commence par le massacre de la Saint-Valentin, C'est ça. c'est pour un film comique et quelque chose. In short, Mr. Askov, we can't go to war except on an express order. Et tu sais, ce qui est intéressant là pour le docteur Folamour, c'est qu'il y a Sidney Lumet, c'est une histoire assez incroyable, hein, qui a fait la même année le même film, hein, la même histoire. Group 6 is now about 200 miles past failsafe, Mr. President. We still can't make contact. You know what went wrong? No, sir, we do not. Why can't you raise them by radio? We don't know for sure, sir. Ça s'appelle Point Limite, qui est une histoire d'avion avec un gars qui devient fou, qui envoie une bombe atomique à lancer sur Moscou. Et t'as le président des États-Unis qui est joué par Henry Fonda, tu vois, qui essaye d'arrêter l'avion. A group of our bombers, each loaded with 2 20-megaton bombs, is flying towards your country. We shall watch with great interest while you recall them. Mais là, c'est traité straight, tu vois, c'est traité vraiment... Et le film est pas mal, tu vois, mais simplement, Folamour est sorti avant, donc du coup, ça rend ce genre de film assez bizarre. C'est-à-dire, c'est comme Shining. Après Shining, c'est très compliqué de faire peur avec un mec qui a une hache et qui veut tuer sa famille, parce que l'autre l'a tellement traité de manière outrée
que tu as du mal à le reprendre au sérieux après, quoi, tu vois. Je crois qu'il y a énormément de bûcherons qui n'ont pas tué leur famille à l'arche. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mark. Ce film est intéressant, je sais pas si tu l'as vu, regarde-le si tu le trouves, il est assez facilement, on le trouve facilement en VOD. C'est exactement la même histoire. Et ce qui est marrant, c'est que Kubrick avait appris tout d'un coup que Sidney Lumet faisait la même histoire que lui. Hein. Enfin, c'était pas le même livre, mais c'était exactement la même histoire, comme ça arrive souvent, hein, des metteurs en scène qui s'aperçoivent qu'ils sont en train de faire le même film. Et il a vraiment fait en sorte que il a voulu faire un procès pour plagiat. Il a obligé la Columbia qui sortait Folamour à racheter le film de Sidney Lumet pour le sortir presque un an après le sien, tu vois, quoi, pour pas qu'il soit gêné. C'est quand même pas rien, quoi. Tu sais, au début, Peter Sellers signe pour faire 4 rôles dans le film. Tu savais ça? On va parler du casting un peu. Major Il Kong. devait jouer. Well, boys, I reckon this is it. Nuclear combat toe-to-toe with the Ruskies. Voilà, il devait jouer également le rôle de Major Kong, le rôle que jouerait Slim Pickens. Ouais. Et finalement, il prétend qu'il s'est cassé la jambe ou je sais pas, qu'il a un problème de santé, alors qu'en fait, apparemment, il avait du mal avec l'accent texan. Alors que les autres, il les maîtrisait merveilleusement bien. Et donc, on appelle en catastrophe Slim Pickens, qui était un vrai cow-boy, Slim Pickens, qui était un ancien type de rodéo et tout, et qui arrive sur le plateau en costume, puisque c'était comme ça qu'il s'habillait tous les jours. Et la costumière, ou je sais plus qui se tourne vers Kubrick en disant « Mais c'est merveilleux, il est déjà en costume et tout. » Alors, il savait pas que c'était un vrai cow-boy, en fait, qui était arrivé sur le plateau, quoi. Ouais. Et ça a donné quand même un truc inoubliable, parce que quand il chevauche la bombe avec le Stetson, tu vois, c'est quand même, je sais pas si Peter Sellers l'aurait fait comme ça, sûrement pas, tu vois. Je vais vous faire un aveu, j'ai été sinon déçu par cette troisième vision. En tout cas, j'ai compris le problème de ce genre de film, avec, comme je le disais pour Le Soleil Vert, un postulat très fort et des scènes inoubliables. Quand tu les revois, tout à coup, tu te dis, ah bah oui, là, il va se passer ça, et tu n'as pas le choc que tu as à la première vision. Et d'autre part, il y a autre chose, c'est que cette époque de l'ère atomique que montre Kubrick, pour moi, c'est aussi ancien que de faire un film sur Marie-Antoinette, par rapport à ce qu'est devenu maintenant le monde nucléaire. Quand tu penses que des petits pays dangereux comme le Pakistan et d'autres ont une bombe atomique, tu vois, tu te rends compte que là, ça a pris un coup de vieux à cause de ça. Les avions qui transportent la bombe sont évidemment pas du tout les avions actuels. Ils ont la forme de cigarettes, sauf 2 fois la vitesse du son. Vous arrivez à New York avant d'être parti de Paris, à cause des décalages horaires, évidemment. Évidemment. Et il y a quelque chose d'un petit peu gênant à ce niveau-là, d'un petit peu frustrant par rapport à ce qui est devenu le monde actuel. Oui, sûrement. Et puis il prenait quand même aussi visuellement le contre-pied de. C'est très rare qu'une comédie soit très stylisée visuellement. Tu vois, c'est pas vraiment un genre de film où tu utilises des grands angulaires, des décors écrasants. Tu vois, donc là, il est allé un petit peu against type. Tu vois, parce que souvent on te dit que la comédie, faut filmer assez platement. Même le noir et blanc. Même le noir et blanc donne un côté documentaire ou image de news. Qui va un petit peu contre l'humour, effectivement. Non, parce que ça, c'est qu'au départ, il avait toujours l'idée qu'il a abandonné progressivement, mais il voulait faire un film genre documentaire. Tu vois, donc je pense que il y en a quelques moments où l'attaque de la base. Mais là, ce noir et ces ombres et ces lumières expressionnistes dont tu parlais, Laurent, avec cet extraordinaire décor de Ken Adams, par moments, avec ces personnages excentriques au milieu du cadre, on a l'impression de dessins de Charles Adams, presque. Il y a un côté gothique par moments, tu vois. Oui, mais visuellement, c'est très stylisé aussi, tu vois, parce que ce qui était drôle, c'était que il a montré donc cette War Room, tu vois, qui a été faite comme une espèce de grande caverne, tu vois, et il y a plein de gens après qui ont cru que ça existait au Pentagone, ce genre d'endroit. Et il paraît que quand Ronald Reagan a été élu, Ronald Reagan, qui pourrait presque être un personnage de Dr. Folamour, tu vois, quand il a été élu président des États-Unis, il paraît que quand il est arrivé au Pentagone, il a dit bon, alors montrez-moi la War Room, tu vois. En fait, il était déçu. Le noir et blanc est superbe au départ. Le début du film avec ce noir et blanc. C'est bizarre, on dit que pour faire un chef-d'œuvre, Orson Welles, faites votre film en noir et blanc.
Je suis pas sûr que pour une comédie, ce soit idéal, à part les films muets de Chaplin et autres, tu vois. Mais regarde, Mais là- Billy Wilder, il a certains Lane Show, c'est en noir et blanc, tu vois. La garçonnière. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est Parce vrai. que je pense qu'il voulait retrouver un peu le noir et blanc des films noirs, genre Scarface, tu vois, les vieux films de gangsters, un peu, je pense. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. J'ai lu une information qui est probablement une légende urbaine, c'est que John Wayne avait été pressenti pour le rôle de Major King Kong. Ouais, je Et crois c'est que lui c'est qui vrai. devait chevaucher King la Kong, je sais bombe. pas. À l'époque où il voulait faire le film de façon straight, hein, c'est-à-dire pas du tout comique, il Ouais. avait envisagé une distribution avec des acteurs hyper connus partout, tu vois, style Jour le plus long, un peu, avec Orson Welles même qui devait jouer dedans. Enfin, et je crois qu'il y avait John Wayne à ce moment-là, si tu veux. Il voulait faire comme... D'accord. Et par exemple, tu as Mike Nichols après qui a fait ça pour une adaptation, un film qui essaye de faire un peu Dr. Folamour, mais moi que je trouve pas très réussi, qui s'appelle Catch-22, tu vois, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Où il a mis des stars partout un peu, quoi. Mais tu sais que George C. Scott, Francis, est très malheureux sur le plateau, effectivement, parce qu'il ne comprend pas très bien la façon dont Kubrick le fait jouer. Mais Kubrick le mate en jouant avec lui aux échecs et en gagnant chacune de ses parties. Ouais, ouais. Kubrick était un ancien hustler d'échecs. Ouais. Il paraît que Sterling Hayden a eu beaucoup de mal avec le rôle et Ah qu'il oui, l'a oui. prouvé avec le cigare. A decision is being made by the President and the Joint Chiefs in the war room at the Pentagon. Il était alcoolique, hein, Sterling Hayden, donc il paraît qu'il avait normalement il avait arrêté de boire et puis il s'était remis à boire et il arrivait plus à il bouffait les répliques, il se souvenait plus des lignes, tu vois. Et donc ils ont recommencé ce fameux gros plan par en dessous là, tu sais, quand il parle. Et effectivement, c'est quand il a trouvé il lui a dit d'essayer le cigare et c'est que là ça s'est décoincé, si tu veux, quoi. Mais Ah, c'est il a eu incroyable. énormément de mal, ouais. Et en tout cas, ce qui est admirablement fait, c'est cette folie paranoïaque de Sterling Hayden. And as human beings, you and I need fresh, pure water to replenish our precious bodily fluids. Parce qu'il y a quelque chose de très raisonné et tentative de raisonnement par rapport à l'autre dans le genre sur les body fluids, les fluides corporels, etc. Et moi, j'ai vérifié ça parce que ma grand-mère, que j'adorais, très tard dans sa vie, vers 90, 92 ans, a commencé à entrer dans cette forme de démence, dementia en anglais. C'est le moment où tu as plus le problème, tu as des problèmes cognitifs, tu vois. Ouais, oui, j'ai Et vécu un ça jour, avec elle ma me mère. téléphone et elle me dit Francis, il faut que je te voie, il y a quelque chose de très grave. Et je vais la voir et elle me dit le voisin du dessous creuse un trou pour m'observer. Le voisin du dessus creuse un trou pour m'observer. J'ai dit mais mamie, non, personne ne creuse un trou. Et tout à coup, il y a ce côté. Si, Ouais. ce voisin, tu ne le connais pas. Et tout à coup, il y a une espèce de raisonnement doucereux comme ça, Ouais, mais moi qui est horrifiant. j'ai vécu la même chose avec ma mère, hein, qui était Alzheimer, et elle me disait, il y a des gens qui viennent dans mon appartement la nuit, tu vois. Je les Ah, vois, ils se voilà. déplacent, tu vois, et tu dis non, il y a personne qui vient. Elle dit si, je les vois, et je pense que je sais qui c'est. Tu vois, je veux dire, c'est le monsieur d'en face, tu vois. C'est affreux, oui. Ouais. Incroyable. Mais Pour revenir à notre film, Laurent, tu sais à quel moment Kubrick a-t-il arrêté de prendre l'avion? C'est à peu près dans ces eaux-là, non? non, à l'époque, là, il allait encore, il prenait encore l'avion. Je crois vraiment que c'est une fois qu'il a été établi en Angleterre, hein, parce qu'il a pas habité l'Angleterre tout de suite. Il a tourné Lolita en Angleterre, mais il est retourné après aux États-Unis. Et après, il est retourné pour Dr. Folamour, mais il habitait toujours aux États-Unis, puisque quand il préparait 2001 l'Odyssée de l'espace, il était dans son fameux appartement de Central Park West, hein, puisque moi, il y avait sa fille qui m'avait raconté qu'un jour, en rentrant du lycée, du collège, elle était tombée sur Paul Newman dans le salon, tu vois, qui était en train de discuter avec Kubrick de jouer dans 2001 l'Odyssée de l'espace, tu vois. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Et ça doit être vers Orange Mécanique, je pense, qui sont partis. Quoi. Et je pense que ça a été beaucoup motivé par les meurtres Manson, hein, par la mort de la femme de Polanski, parce que Kubrick était proche de Polanski, il se connaissait bien. Et il paraît qu'il avait été horrifié par l'assassinat de Sharon Tate, dont tu retrouves quelque part un petit peu des traces dans Orange Mécanique, même si c'est pas cette home invasion, hein, quand les mecs rentrent dans la maison. On avait dit que c'était parce qu'il avait surpris une conversation dans une tour de contrôle et qu'il avait vu que c'était un tel chaos
qu'il n'avait plus jamais voulu remettre les pieds dans un avion. Il était effrayé par la violence, la montée de la violence aux États-Unis. Hein, c'est ça, il avait peur, il pensait que l'Angleterre était plus safe. Tu vois. C'est faux. Mais papa, il y avait une tradition en Angleterre, et c'est ça qui rassure un peu les studios, c'est ces films où des acteurs comme Alec Guinness dans Noblesse Oblige se mettent à jouer plusieurs rôles, tu sais. Ouais. Et Peter Sellers l'avait fait d'ailleurs dans Lolita, qui avait plutôt bien marché. When I stood Adam naked, oh, Adam naked, you should be ashamed of yourself, Captain. Il l'avait fait également dans la souris qui rugissait. Donc ça rassurait tout d'un coup les studios d'avoir un type qui était une star et qui tout d'un coup allait assumer plusieurs rôles. C'est peut-être pas ce que préférait au départ Kubrick, puis après, effectivement, il était ravi de pouvoir faire un film qui allait être un succès commercial, en fait. Et puis il est tombé sur un acteur totalement polymorphe qui est évidemment Peter Sellers. Peter Sellers, c'est fantastique ce qu'il fait même au président des États-Unis. Hello, Dimitri. Listen, I can't hear too well. Do you suppose you could turn the music down just a little? Avec cette fausse calvitie. Parce qu'il est sincère. Il est authentiquement surpris, d'abord parce que Dimitri, le président russe, est saoul et que c'est extraordinaire comme c'est fait. Mais non, je suis aussi désolé que vous. Non, ne dites pas que je suis moins désolé que vous, je suis aussi désolé que vous. C'était un dialogue complètement burlesque. Nous sommes désolés tous les deux. J'adore. Why do you think I'm calling you? Just to say hello? Of course I like to speak to you. Ils s'entendent très bien, Kubrick et Peter Sellers, alors que Peter Sellers avait la réputation d'être un type difficile sur les plateaux, mais là, ils avaient tous deux une passion pour la photographie, et il est tombé sur un perfectionniste qui savait exactement ce qu'il voulait, et c'est pour ça qu'ils ont travaillé 2 fois ensemble, ce qui est rare chez Kubrick. Technology required is easily within the means of even the smallest nuclear power. Finalement, j'aime pas beaucoup, à part les très grands comiques, tu vois. J'aime pas beaucoup les acteurs qui en font. Ils mettent beaucoup de confiture sur la tartine, quoi. C'est ça, trop. Trop. Lui, il aimait ça, c'est-à-dire il aimait les gens, il aimait les pousser jusqu'au bout parce qu'il avait l'impression. Et après, il aimait choisir, il aimait avoir toute la gamme. Et généralement, il choisissait la prise la plus outrancière. Hein. Moi, j'avais parlé avec l'assistant monteur de Shining, il me disait qu'il y avait des prises de Shining où Nicholson jouait mais complètement normalement, tu vois quoi. Et il a choisi à chaque fois la plus outrée. C'était. Mais alors, tu sais, dans Docteur Folamour, il y a un truc qui est marrant quand même, qu'il faut dire, hein, c'est-à-dire dans la manière dont le film a été préparé. C'est qu'il pensait déjà à la science-fiction. C'est-à-dire qu'il avait déjà envie, à cette époque-là, de faire un film de science-fiction, qui allait donc être le film d'après, 2001, l'Odyssée de l'espace. Il n'avait pas encore l'histoire, il ne savait pas encore quel film il voulait faire, mais l'intelligence extraterrestre, tout ça, ça commençait déjà à le titiller. Et il a eu une première approche de Dr. Folamour, qui était en fait d'en faire un film du point de vue d'extraterrestres, tu vois, qui regardait ça comme un documentaire, qui voyait les humains se détruire, tu vois, mais avec une sorte de distance, tu vois, de gens qui voyaient, d'une intelligence qui voyait ça d'au-dessus, tu vois. Et il y a un peu de ça qui est resté dans l'ouverture du film, qui est ce premier plan, tu vois, où on est au-dessus des nuages, comme ça, si tu veux. Il y a ce plan très curieux. Hein. For more than a year, ominous rumors had been privately circulating among high-level Western leaders. Mais tu vois, ce truc, tu te dis, mais où on est là? On a l'impression qu'on est presque entre l'espace et au-dessus de la stratosphère. C'est très curieux. Et il y a un ton un peu comme ça, déjà un peu science-fiction, tu vois, là-dedans, quoi. Et ça a été, il y a renoncé après, hein, mais il avait envie de mêler la science, de mettre un élément de science-fiction dans Dr. Folamour, enfin, dans ce sujet-là. En tout cas, ce qui m'a choqué, moi, c'est que un général qui devient paranoïaque, schizophrène, puisse envoyer une bombe sur la Russie. C'est très compliqué comme truc. Alors, ils sont obligés de donner des explications. C'est jamais bon dans un scénario de dire « oui, mais là, on ne peut pas revenir pour telle raison, on ne peut pas l'arrêter pour telle raison, on n'a pas le code de ceci, etc. etc. » Ça, c'est un passage un peu plus faible, je trouve. Mais alors, ils avaient fait des études, il paraît que, en gros, la fin du monde a plus de chances de se dérouler à partir d'une erreur qu'à partir d'un choix délibéré de s'autodétruire, tu vois. C'est-à-dire que c'est impossible. Stanley Kubrick, un réalisateur que j'admire beaucoup, a fait un film magnifique, Dr. Folamour ou Comment j'ai appris à aimer la bombe. Vous l'avez vu?
Non. Ah, il faut que vous le voyez, c'est un classique. Sur YouTube, tu vois, il y a un documentaire d'Oliver Stone, où Oliver Stone, en fait, a fait un documentaire sur Poutine, tu vois, il y a quelques années. Et en fait, il va voir Poutine, hein, il passe des week-ends avec, ils ont l'air même plutôt copains. Et il y a un moment où il lui dit Vlad, est-ce que vous avez vu Docteur Folamour? Alors l'autre lui dit non, je connais pas, tu vois. Donc ensemble, tu les vois dans le documentaire en train de regarder Docteur Folamour tous les deux. Hello, Dimitri. Listen, I can't hear too well. Do you suppose you could turn the music down just a little? Tu les vois devant la télé, et alors tu vois Oliver Stone qui est là, haha, tu vois, à chaque fois que. Et l'autre, qui est stone face, tu vois, ça le fait absolument pas rire. Et à la fin, quand même, tu vois la réaction de Poutine, qui a l'air plutôt quand même d'avoir apprécié le film, et il dit ça. Même si c'est une histoire très fantaisiste, beaucoup de questions très sérieuses sont abordées. Du point de vue technique, ce film a même anticipé certaines choses. Très peu de choses ont changé, en fait, depuis cette période. Si un jour un truc comme ça arrive, ça sera à cause d'une erreur humaine, ça sera à cause de quelqu'un qui a déconné, quoi, tu vois. Donc c'est pas rassurant. Hein. C'est pas rassurant. Ça fait peur, ouais. C'est terrifiant. Tu parlais d'expressionniste allemand, c'est un personnage hommage au savant fou de Metropolis, avec son gant. Et également au personnage, c'est Werner von... Comment il s'appelait? Werner von Braun. Voilà, c'est Von ça. Braun. Et l'opération Paperclip, où ils ont ramené tous ces anciens nazis en Amérique pour travailler sur la course atomique, effectivement. Ouais. C'est ça. Mais c'est prodigieux, sa façon de jouer. Greenhouses could maintain plant life. Animals could be bred and slaughtered. Prodigieux, parce que il est furieux contre son bras. Chez Kubrick, il y avait toujours une fascination pour le nazisme. Hein. Je veux dire, tu vois ça dans beaucoup de films. Il devait faire un film là-dessus, il l'a pas fait, mais il était marié quand même à une femme allemande. Und als man ihm die Botschaft bracht, qui était de la famille du gars qui a fait le Juif Zus, hein, quand même le cinéaste officiel du régime nazi, Vetarlan. Donc il était assez, il voulait faire une biographie de Vetarlan. Il voulait faire une biographie aussi du mec qui était l'architecte Hitler, l'architecte du Troisième Reich. Donc ça le travaillait dans Orange Mécanique, il y a de la musique allemande aussi, tu as des actualités où tu vois Hitler. Donc il avait cette horrible fascination et quelque part là, il l'a incarné de manière burlesque, tu vois, avec ce personnage de Strangelove. Strangelove. Can store all the information What kind of a name is that? That ain't no crowd name, is it, Stan? He changed it when he became a citizen. It used to be Liebe. Mais je pense que les trouvailles, je me demande si c'est pas des trouvailles de Peter Sellers, tu vois, ça c'est pas lui, c'était pas dans le scénario. Non, mais c'est comme le nez dans Oscar, le nez de Funès. Ouais. C'est des trouvailles de clown extraordinaires, en fait. C'est ça. Et alors c'est curieux parce que t'as des plans dans Docteur Folamour où tu vois quand ils sont tous autour de la table et que t'as Peter Sellers qui est en président des États-Unis, tu vois le Docteur Folamour, mais tu vois à ce moment-là que c'est un autre mec. C'est pas Peter Sellers, tu vois, c'est-à-dire tu vois les cheveux, tout ça, et ils ont dû mettre une doublure quand il est dans le lointain, tu vois, quand tu le vois en silhouette, parce que à l'époque ça devait être compliqué de les avoir tous les deux. Tu remarques, il y a aucun plan où tu vois Peter Sellers dans un double rôle face à Peter Sellers, par exemple. Je crois pas qu'il y a ça à un moment, tu vois. C'est toujours de dos, ou tu vois, parce qu'il fallait faire les trucages à l'époque, ça devait être cher, et Kubrick était un type qui aimait pas dépenser de l'argent pour rien, tu vois. Donc quand il pouvait... Quand tu fais 100 prises, tu n'es pas tellement économe, hein. Non, mais il disait que c'était encore là que ça coûtait le moins cher, tu vois, que c'était quand t'étais, ouais, parce que je pense que la pellicule, je sais pas, ça devait être négligeable pour lui, si tu veux. Non, mais c'est le temps. Oui, mais ces films ne coûtaient pas cher. Hein. Tu regardes en fait même Eyes Wide Shut. Ça doit être un des films les moins chers de Tom Cruise. Il arrivait à avoir Tom Cruise pendant 400 jours sans payer Tom Cruise son cachet habituel. Donc parce que les équipes étaient très réduites. C'est-à-dire Tom Cruise racontait que sur Eyes Wide Shut, c'était presque un film, je dirais pas que c'était un film à la Romer, tu vois, mais ils étaient même pas 10 dans l'équipe, tu vois. Donc alors que d'habitude, ces gars-là, ils font des films avec des mecs où il y a 100 personnes sur le plateau, tu vois, qui souvent font pas grand-chose, mais il gagnait en fait, il compensait par une équipe très réduite. En tout cas, c'est quand même un film qui a marqué pour des bonnes raisons. C'est tout ce qu'il y a à dire. Il y a des gens pour qui c'est un des 2-3 meilleurs films. Moi, je l'aime bien, mais je trouve pas je trouve qu'il a un peu vieilli, tu vois. Je trouve que il a probablement trouvé une manière géniale de raconter cette histoire parce que
c'était très très audacieux de faire ça, si tu veux. Ça aurait pu ne pas marcher du tout, tu vois. Mais il y a quand même, ça décrit quand même un engrenage inexorable. C'est-à-dire, moi, ce qui me fascine dans le film, c'est de montrer comment un enchaînement de mauvaises décisions mène à l'apocalypse. C'est-à-dire, c'est une sorte d'engrenage où tu vois comme une boule de neige, tu vois, qui grossit, et ça va jusqu'à. Et il y a des cinéastes qui ont repris les gars que je vois les plus proches de ça, c'est les frères Cohen. What did we learn, Palmer? I don't know, sir. I guess we learned not to do it again. Yes, sir. Tu vois, quoi. C'est-à-dire que tu vois Fargo, par exemple, c'est un peu ça aussi, si tu veux. C'est une espèce de truc, un machin qui déraille et tout d'un coup, ça prend une dimension où ça se termine par ce gars dans la machine à hacher, tu vois. Enfin, c'est un truc comme ça, comme on ne peut pas arrêter cet avion qu'on peut pas arrêter, tu vois. Il y a presque un côté, c'est même temps réel, hein. Je crois que dans le film est presque en temps réel, puisque c'est le vol de l'avion comme ça. Il y a quelque chose d'inexorable et qui est assez fascinant là-dedans. Just a second. You know what he says? He says that one of the planes hasn't turned back. Quand tu vois le monde d'aujourd'hui, alors je veux dire, quand tu regardes Dr. Follamour maintenant, que tu me dis à ta troisième vision, là, t'étais peut-être un peu déçu, mais c'est peut-être parce que le monde aujourd'hui est presque aussi fou, voire plus fou que ce qu'on voit là-dedans, si tu veux. Quand tu vois entre Trump, Poutine, en fait, tous les mecs que tu vois, et je ne te parle pas de la France insoumise. La République, c'est moi! Ils sont dans les campagnes. Ça devient presque un film raisonnable quand tu vois tous les guignols. Nous avions la gorge qui grattions, nous avions les yeux qui brûlions. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Les États-Unis ont le choix entre un fou, Trump, et un sénile, Biden. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Ça pourrait presque être dans un film burlesque. On montrerait ça dans un film, on se dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas autre chose. Tu n'oserais pas le faire dans un film. Un type comme Trump, qui est un personnage de comédie, dramatique, mais de comédie, hein, qui a cette coiffure stupéfiante, c'est-à-dire il est peroxydé comme Marilyn Monroe, et on ne sait pas comment il arrive à regrouper les cheveux de façon à faire quelque chose de cohérent. Qui est un gros homme qui a envie d'être beau, mais qui n'a pas envie de maigrir, et qui se retrouve comme ça en face de ses fans, et il y a une balle qui passe exactement à 1 millimètre et qui écrase son oreille un peu, et il se transforme en Van Gogh. Tu te dis, il faut qu'il se mette à peindre immédiatement, tu sais. Tu n'oserais pas mettre ça dans un film, parce qu'en plus, les services secrets ont dit, en parlant du jeune homme qui a tiré, ça n'était pas un tireur d'élite. Et on sent un vague regret de ce que disaient les services secrets. C'est incroyable, cette histoire. Tu le verrais dans un film, c'est ce que tu dis, on l'accepterait pas. C'est-à-dire que là, c'est un cliché de dire ça, mais la réalité qui dépasse la fiction. Du coup, je crois que la réalité a rattrapé un peu le monde de Dr. Follamour, qui est peut-être finalement moins fou qu'à l'époque, tu vois. Enfin, il sortait de des cochons quand même, là. Hein. Quand ils ont sorti le film, il venait d'y avoir l'histoire de la baie des cochons, donc c'était quand même chaud encore, cette histoire. Oui, mais enfin, je trouve que c'est infiniment moins dramatique, le film-là, parce que ça repose sur un général fou, et même ce que tu as dit tout à l'heure est très frappant, c'est-à-dire que c'est probablement une erreur humaine qui va déclencher l'apocalypse. Patrick, come over here. The redcoats are coming. Come on. Quand même, c'est gros, ce type qui tout à coup décide qu'il va tuer la Russie et le monde entier. C'est pour ça que Peter Sellers a un rôle très important en officier anglais. C'est qu'il est obligé de faire semblant de croire que c'est possible. Et ça, c'est très beau comme rôle pour un acteur. Now they let me down. No, Jack, not a bit of it. No, I'm sure they all gave it their very best. And I'm equally sure they all died thinking of you. C'est de calmer le fou comme ça. Ouais, mais c'est Kubrick, c'est toujours ça, c'est toujours un mécanisme qui a l'air parfaitement réglé, une horlogerie impeccable, et tout d'un coup, il y a une pulsion humaine qui fait tout dérailler. Hein. C'est-à-dire que le plan de Barry Lyndon, par exemple, marche formidablement. C'est-à-dire ce Pecno arrive à s'élever dans l'échelle sociale, à épouser cette femme sublime, à vouloir s'intégrer dans une aristocratie avec laquelle il a rien en commun, mais tout d'un coup, parce qu'il déteste son beau-fils, il y a cette espèce de violence qu'il fait éclater en public et ça le flingue complètement. Tu vois, tu as cette espèce de débordement émotionnel qui finalement ruine
toute l'entreprise. Le braquage dans The Killing, tu vois, c'est aussi un même mécanisme d'horlogerie qui est bien préparé. Puis tout d'un coup, il y a la femme qui trahit, tout ça. Il y a des pulsions, des passions humaines qui font tout dérailler. C'est pour ça qu'il était fasciné par Napoléon, hein, qui était aussi ce type qui avait préparé cette campagne de Russie, tout ça, et puis qui est devenu fou, et puis qui s'est attaqué à quelque chose de trop grand. Et ça lui plaisait. Donc je pense que le général qui devient fou dans Fol Amour, là, Sterling Hayden, c'est un personnage complètement kubrickien, tu vois. Et d'ailleurs, tu vois bien quand il le filme, tu retrouves dans les expressions de Sterling Hayden des expressions plus tard de Malcolm McDowell ou de Nicholson ou de, tu vois. Enfin, Nicholson, ça m'a frappé à quel point il est précurseur de Jack Torrance. Ouais. J'avais oublié, ouais. C'était un personnage, si tu veux, qui joué par un autre acteur, filmé par un autre réalisateur. Tu sais, c'est quand même drôle parce que tu sais que Kubrick devait faire à un moment, on lui avait proposé, et il voulait vraiment le faire, hein, un sujet, c'était Network. Le film sur la télé, Network. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il voulait le faire comme ça, c'est-à-dire qu'il avait une vision comme ça de vouloir montrer la télé où il aurait montré des gens gesticuler sûrement. Edward George Ruddy died today. Edward George Ruddy was the chairman of the board of the Union Broadcasting Systems. Moi, j'aime beaucoup le film de Lumet, hein, je trouve qu'il est formidable. Mais tu vois très bien, avec le traitement Kubrick, ce que ça aurait pu donner, si tu veux. Et il se trouve que le scénariste Paddy Chayefsky, en fait, était le producteur du film et a compris que si Kubrick faisait ça, ça deviendrait un film de Kubrick et il perdrait, sûrement son scénario serait détruit parce que l'autre allait le réécrire, tu vois. Donc, il a refusé Kubrick. Mais il paraît que Kubrick avait été tenté. Mais voilà un bel exemple de satire, Network. Voilà. Oui, mais quand même qu'il reste, tu vois, comme Francis disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le jeu des acteurs, même si le prophète fou, là, le présentateur, tu sens, mais lui, il est vraiment fou, tu vois. Enfin, c'est un peu, il joue over the top parce qu'il est dingue. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore. Mais sinon, quand tu vois Robert Duval, tout ça, il y a des crises de nerfs et tout ça, mais ils sont pas montrés comme des pantins, tu vois. Non, mais tu as quand même, je me rappelle, l'armée de libération Symbionise, ou je sais pas quoi, il y a un côté un petit peu vignette, caricatural aussi, quand même. Je pense que Kubrick aurait fait ça, ils auraient poussé les curseurs encore plus fort. C'est possible, été encore plus Oui, mais c'est vraiment un choix, parce que je me rappelle, il y a dans La fin de la chèvre, Pierre Richard devait donner un athémie à Depardieu qui vient de lui révéler qu'en fait on l'avait choisi parce qu'il était malchanceux. Et il provoquait donc Depardieu à se battre. Faites pas l'idiot, vous allez vous faire du mal. Vous allez vous faire mal, je vous dis. Et Depardieu était plus soucieux de la santé de Pierre Richard dans la bagarre que de lui-même. Une seconde. Il déplaçait même à un moment donné une pierre pour que Pierre ne se prenne pas les pieds dedans avant de frapper. Et Pierre donnait un athémie, tapait sur le capot de la voiture et faisait ça. Il partait. Et je lui dis non, fais-le impassible. Ta douleur est muette. Et ça donne. Tu vois, c'est plus drôle. Oui, c'est plus drôle, oui. Vous êtes fait mal? C'est un choix. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'aurais demandé à Scott, tu me diras, je ne suis pas Kubrick, malheureusement, mais je lui aurais demandé d'être un peu plus nuancé quand même. Mais tu ne sais pas s'il ne lui a pas demandé. Tu vois, mais c'est qu'après, il a choisi la prise la plus. Non, mais il a dû lui demander différents types d'interprétations. Mais il a choisi la plus outrancière après, tu vois, parce qu'il faisait énormément de prises. Mais le comique dans Fol Amour, il naît aussi, si tu veux, de juxtaposition. Par exemple, c'est là qu'il a commencé un petit peu, hein, utiliser la musique un petit peu out of context, c'est-à-dire, tu vois, ces explosions atomiques à la fin qui sont presque belles, c'est-à-dire, c'est presque fascinant. Et tu as cette petite chanson sentimentale, tu sais, de Vera Lynn par-dessus. We'll meet again, don't know where, don't know where. We'll meet again, don't know where, don't know where. We'll meet again. Tu vois, et ça donne un côté complètement désuet, complètement presque drôle, tu vois, au truc. Tu vois. Laisse notre chanteur l'interpréter. Je dis rien, ouais. Je garde un profil bas parce que ça vient. En tout cas, bon, c'est vrai que c'était très frappant au départ, ce film. Et au fur et à mesure où le monde devient de plus en plus fou, c'est moins frappant, tout simplement. Mais tu sais qu'il a eu des envies, par exemple, de casting au moment où il avait commencé à décider que ça serait burlesque. Hein. Il voulait Gene Kelly. Pour jouer un général qui s'appelait le général Schmuck, tu vois.
Et simplement, il paraît que Kelly était trop cher, quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'après, il a utilisé quand même Gene Kelly dans Orange Mécanique, puisque t'as Malcolm McDowell qui chante Singing in the Rain. Donc quelque part, tu avais déjà cette utilisation de la musique dans Fol Amour, tu vois, un petit peu à contre-emploi, un petit peu de prendre une chanson gay pour la marier à des images horribles, tu vois. Et ça, il l'a fait après dans Full Metal Jacket. Enfin, il l'a fait beaucoup, tu vois. Ça apporte une sorte de comique aussi qui est un peu indirect, mais ça participe beaucoup au ton du film. Et même ce début, quand tu vois, par exemple, cette espèce de les deux avions, tu vois, il y a les deux avions du générique. Il y en a un qui est relié à l'autre par un tube d'alimentation d'essence, c'est-à-dire qu'il ravitaille en vol. Et en fait, déjà, tu as une espèce de petite musique un petit peu désuète, un peu qui annonce un peu celle de la fin. Mais en fait, tu as les métaphores sexuelles surtout déjà. Si tu regardes le premier plan, c'est un avion, tu as l'impression qu'il a une énorme bille, tu vois, sur le nez. Tu as l'impression que les deux avions copulent. Tu as l'impression que tous ces noms comme ça. Attention, tu commences à ressembler au général du film, là. Et tu as tous ces noms, tous les noms des généraux, ils ont tous des noms à signification sexuelle. Et tu peux voir, en fait, l'explosion à la fin comme une sorte d'éjaculation, d'orgasme. Donc, il y a un espèce de sous-texte sexuel dans Fol Amour qui est assez intéressant à décrypter. Oui. Mais d'ailleurs, ce Deep Throat ressemble un peu à ce film. Gorge profonde, ben oui. J'avoue que je n'avais pas vu le côté sexuel d'un avion ravitaillant un autre. Mais c'est flagrant pourtant. Ouais. Et puis Tracy Reed en bikini, tu as quand même pendant tout le film, tu as quand même un sous-texte sexuel qui est très présent. Pourtant, il n'y a pas tellement de femmes, hein. Ça doit être la seule femme qu'on voit dans le film, Tracy Reed. Ouais. Absolument. J'ai rarement vu une femme sur un plan érotique qui prend le soleil avec des talons aiguilles quand elle est allongée. C'est des détails, tu vois, ça. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans un autre classique cauchemardesque de Stanley Kubrick. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de follower, de commenter et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et surtout, n'oubliez pas aussi de souscrire et de liker la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Roman Lenov, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alors, Laurent Vachaud, bonjour chez vous. M'y attendez. Francis Weber, à bientôt. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui devra rendre des comptes à la compagnie Coca-Cola. Et maintenant... We'll podcast again, don't know when, don't know when, but we'll podcast again some sunny day.